Vivre ces fêtes en étant spectateur. On doit s'y préparer parce qu'en fait, on doit les vivre pleinement. Parce que vous savez, chez nous, les fêtes, c'est pas comme le 14 juillet, d'accord? Le 14 juillet, la fête nationale de la France, bon, voilà, on faisait les feux d'artifice, tout ça. Ici, c'est notre fête à nous, de notre nation à nous, d'accord? Donc, on est rentré dans le mois de Iyar, d'accord? On est Rosh Chodesh, Chodesh Tov. Le mois de Iyar, c'est un mois qui est très très spécial, puisqu'en fait, il fait la jonction entre Pessah, dont on vient de sortir, et Shavuot, vers lequel on est en train de tendre. Et pendant tout le mois de Iyar, chaque jour, on fait la bracha du Homer. C'est le seul mois qui est intégralement, où chaque jour a sa bénédiction du Homer. Donc c'est un mois qui est chargé de bénédictions. Et c'est des bénédictions d'ailleurs qui sont tournées vers la refoua, vers la guérison. Comme c'est écrit dans nos textes, c'est écrit que Ani Hachem Rofecha, je suis Hachem ton Dieu, c'est les Rachetevot, les initiales de Aleph, Yud, Resh, Iyar. Donc c'est un mois qui est propice à la bénédiction et c'est un mois qui est propice à la guérison. Donc c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de voir comment justement on va tirer le meilleur de cette bénédiction et comment en fait à travers ces jours qui sont très chargés, le mois de Iyar il est très chargé, on vient de faire Yom HaShoah, ce soir on fait Yom HaZikaron, demain ça sera Yom HaTzmaout et à la fin du mois de Iyar, le Kaf Tet, le 29 Iyar, on a quoi? On a Yom Yerushalayim. Et après on a Shavuot. En fait on est dans un programme exceptionnel et là on est en plein dedans et on va essayer vraiment de tirer le meilleur de ça. Et voilà, et le hasard du calendrier, qui n'est pas un hasard d'ailleurs, est que cette semaine, nous lisons deux parachas, la paracha de Tazria et la paracha de Metzora. Et vous allez voir que dans ces deux parachiotes, eh bien, se cache le secret de Yom HaZikaron et de Yom HaTzmaout. D'accord? En fait, on va avoir les deux dimensions de ces deux jours à travers ces deux parachas. C'est le programme du cours et c'est le programme de ce mois. C'est bon, on est parti? Oui? Allez. Je peux vous prendre en photo et vous mettre sur Insta. Je t'ai pris le nom, mais comme ça fait de la pub pour le... D'accord, ah, je l'adore. Heureusement qu'il y en a qui font ça, parce que moi, avec mon téléphone cachère, tu vois. Alors, tout l'objectif, en fait, de Tazria, de Metzora. Donc, Tazria, ça veut dire quoi? Tazria veut dire engendrer. Metzora veut dire quoi? Metzora veut dire dégénérescence. Tout le programme de ce mois, c'est de passer justement de la dégénérescence, de Yom HaShoah, de Yom HaZikaron. C'est quoi Yom HaZikaron? C'est le jour de la commémoration de toutes les victimes du terrorisme et des soldats qui sont tombés au combat pour nous défendre. Donc on va passer en fait de Metzora. Metzora, c'est l'étroitesse, c'est la dégénérescence. À Tazria, c'est quoi? Tazria, c'est la reconstruction. Tazria, c'est quoi? C'est l'engendrer, c'est la fertilité. Exactement comme le choix d'un petit peuple après la Shoah, après 1945, qui est rené de ses cendres, et les cendres encore toutes chaudes de la Shoah, et qui décide de se reconstruire, de monter en Israël et de créer son propre État. Et c'est ça qu'on célèbre à Yom HaTzmaout. À Yom HaTzmaout, on célèbre le retour du peuple juif sur la terre d'Israël, et pas seulement ça, le fait qu'on redevient souverain sur notre terre. C'est plus les nations qui décident pour nous, qui décidons pour nous, c'est nous qui décidons pour nous-mêmes. D'accord? Et ça, c'est tout un programme. Alors, d'abord, ce que j'aimerais vous expliquer, quelque chose qui est méconnu, mais qu'il faut absolument connaître et qu'il faut absolument diffuser. Voilà, vous qui avez des réseaux sociaux, diffusez au maximum. C'est depuis quand les nations décident pour nous? Depuis qu'on est parti en exil, il y a 2000 ans. On a perdu la souveraineté sur notre terre en l'an 70 de notre histoire. De notre ère, à partir du moment où il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash, à Tisha B'Av. À ce moment-là, on est parti, on a été éparpillés dans le monde entier, et seulement 1800 ans plus tard, eh bien, on est revenu sur notre terre. D'accord? Alors, quelque chose qu'il faut absolument savoir, qu'il faut absolument connaître, qu'il faut absolument diffuser, c'est que en fait, donc Yom HaTzmaout, le 5 Iyar, ça a été le jour où nous avons déclaré notre indépendance, notre souveraineté sur notre terre. D'accord? Eh bien, sachez qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a environ 500 ans, il y a un écrit du Harizal qui nous parle d'un début de Géoula. Comment il parle de ce début de Géoula? Il parle dans ces mots-là. Il prend un passouk de Megillat Ruth qui est Chai Hashem. Je suis le Dieu vivant.
et qui parle, ce passouk-là, il parle de la Géoula. Et écoutez ce qu'il dit le Harizal, parce que c'est exceptionnel. Et je pense que quand il a écrit il y a 500 ans, personne n'a rien compris. Et c'est seulement en 1948 qu'on a compris ce que ça voulait dire. Il y a marqué comme ça. Chai ou beyesod, besod yesod, Hachem ou besod tiferet. Donc Chai, ça veut dire yesod, et Hachem, ça veut dire tiferet. Veyesh bechan remez gadol, shelo nitan lirtov ba'asher shenogea lizman hageula. Alors, ici, dans ce passouk, eh bien, on a la dimension de Yesod, d'accord? Yesod, ça veut dire le fondement, et on a la dimension de Tiferet. Et dans ce passouk, il dit, je ne peux pas tout écrire, mais nous avons le début de la Géoula. Quand je regarde le calendrier du Homer, donc la période qu'on vit maintenant, et que donc chaque jour du Homer a une combinaison, d'accord? Chaque fois, c'est bon, un peu compliqué, mais faites-moi confiance, d'accord? Quand je cherche la combinaison Yesod chez Batiferet, je tombe sur le jour du 5 Iyar, le jour de Yom Ha'atzmaut. Et il y a 500 ans, le Harizal, il te disait que le début de la Géoula, ça sera Yesod chez Batiferet. Peut-être alors. Hein. Mais bien sûr, mais il faut en être convaincu. Donc, on est clairement sur le chemin de la Géoula. On n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. D'accord, mais on n'a pas encore franchi, mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas qu'on s'essouffle. Voilà. Il y a 500 ans, ils définissaient la Géoula comment? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes... Enfin, peut-être qu'après, moi, j'ai un regard très neuf. Alors, ouais, si tu veux, alors, viens en avance dans le cours et après, je réponds à toutes les questions. Johanna, tu crois que tu peux fermer les travaux? Ah, vas-y. Ouais, merci. Parce qu'aujourd'hui, on attend Géoula avec ma chère et tout, et je me demandais comment, à l'époque... Définissent de la même façon, exactement de la même façon. Il n'y a pas eu de changement. Il y a 2000 ans, depuis 2000 ans, les Juifs attendent exactement la même chose. Anima amin be'emuna shelema be'biyata mashiach anima amin. Je crois d'une émouna qui est ferme en la venue du Mashiach. C'est ça ce qu'on attend. D'accord. Et le Harizal, il y a 5 siècles, d'accord, au 15e siècle, il nous dit que le début de la Géoula sera teinté de la dimension de Yesod et de Tiferet. Yesod et Tiferet, tu tombes incroyablement sur le 5 Iyar. D'accord? Et c'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre que déjà, même avant le Harizal, le Chumash lui-même, il nous décrit notre période. On voit que dans les écrits du Tanakh, les écrits de Yirmiyahu, il y a écrit comme ça, il y a écrit des jours viendront où on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays de Mitzraïm, d'Égypte », mais « Vive l'Éternel qui a fait monter Aliyah, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël, du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués pour qu'ils viennent et qu'ils demeurent dans leur patrie. » Bring them home. Pour tout le monde. Bravo Sarah. Pour tout le monde. Tu as raison. Nahon. Nahon. Bring them home. On comprend. Rentrer les enfants à la maison. Donc là, tu vois Sarah, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'un jour, on va encore plus dépasser la dimension de la sortie d'Égypte. On va créer une nouvelle forme de connexion, celle auquel on assiste depuis quelques siècles, où en fait, bring them home now. On rentre tous now à la maison. Pourquoi je vous dis now? Parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est ce qu'on vit présentement. Que pendant 1500 ans, on était un peuple éparpillé, qu'on était un peuple qui était malheureusement soumis, qui était un peuple qui était persécuté et qui était tous les coins du monde et qui n'avait aucune force d'action, aucune armée, aucun moyen de se défendre, et qu'on a réussi à se réunir, à créer, à se fédérer et à redevenir une vraie nation. Ça veut dire qu'en fait, ce que décrit le Chumash, il y a le Tanakh, ce que décrit le Tanakh il y a 2500 ans, ce que décrit le Harizal il y a 500 ans, en vérité, il faut comprendre que c'est absolument aussi hallucinant que de décrire la résurrection des morts. Et c'est ça ce qu'on est en train de vivre. Et je vous dis cette petite phrase au nom de Gabriel Lévy, il a dit quelque chose de très joli, il a dit il faut se rendre compte que nous sommes l'encre du Tanakh. Nous sommes l'encre de la Torah. Et c'est ces instants-là qu'on vit maintenant. Et encore une fois, on a une autre chose qui vient nous prouver qu'on vit quelque chose de absolument miraculeux. Il y a écrit que nous saurons que
nous sommes à l'approche de la délivrance finale à partir du moment où notre terre va refleurir. Et ça, c'est aussi quelque chose d'absolument hallucinant. Pourquoi? Parce que pendant 1500 ans, la terre ne donnait pas de fruits. Elle était absolument infertile, rocailleuse, désertique. Si vous regardez les écrits de Mark Twain, Mark Twain, il est venu 1800 quelque chose, d'accord, 19e siècle, vous regardez tout ce qui décrit Israël comme une terre désolée, comme une terre désertique, recouverte de cendres, avec des gens haillons, misérables, la pauvreté, la saleté, c'est comme ça qu'il détruit une terre, et une terre qui ne donne pas de fruits. Et plus nous revenons sur notre terre, plus elle donne ses fruits. Comment vous expliquez que, donc quand même dans notre pays, on a quand même un tiers du pays, c'est le Negev. Ouais, un tiers du pays, c'est le désert. Et dans le désert, tu as la production en goutte à goutte qui fait qu'on est les plus grands producteurs d'agrumes de tout le Moyen-Orient. Alors que l'agrume, apparemment, je ne me connais pas trop en agriculture, c'est le fruit qui a besoin de plus d'eau pour pousser. Et la terre, elle reconnaît ses habitants, elle reconnaît les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et plus que ça, je vous raconte une histoire absolument incroyable que nous a racontée Gisèle Kling. Bon, alors je ne sais pas si vous la connaissez. Pour celles qui connaissent le Rav Kling, c'est sa belle-sœur. Et elle habitait donc à Gaza, au Gush Katif, avant l'expulsion en 2005. D'accord? Et donc, là-bas, donc, elle raconte, quand elle a fait son alia, hop, direct Gush Katif, de Paris à Gush Katif. Et elle a écrit un livre magnifique. Et en fait, elle aime bien les petits jardins. Elle avait un espace comme ça, une petite cour. Et donc, en fait, elle a dit, comment je vais pouvoir planter des choses ici? C'est un désert, c'est du sable. Donc, elle a été chercher de la terre, elle a mis de la terre, ensuite elle a planté. Et elle voit qu'il n'y avait rien qui prenait, que tout fanait. Elle a demandé à ses voisins, elle voyait qu'ils avaient des jardins. Elle leur a dit, mais comment on plante ici? Et là, ils lui ont dit, on plante à même le sable. Et ça n'est que comme ça que ça marche là-bas. Wow. Et tu vois les photos de son jardin dans son livre, il y a les photos de son jardin. Et tu vois, elle a tout planté, des roseaux, des avocatiers, des... Et attendez, c'est pas tout. Quand ils sont partis, eux qui ont repris la terre, ils n'arrivent rien à faire pousser. À tel point que son ancien employé arabe, il lui a dit en arabe, il lui a dit « Vous avez empoisonné la terre ou quoi, les Juifs ?» On n'a rien empoisonné du tout, on est parti une main devant, une main derrière. Il a dit, depuis que vous êtes partis, on n'arrive rien à faire pousser. D'accord? Donc, il se passe des choses absolument incroyables. Et le jour de Yom Ha'atzmaut, on doit absolument reprendre conscience. Tous les jours, on doit reprendre conscience de ça. D'accord? Mais ce jour-là, c'est un jour propice. De comprendre que ce qu'on vit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est exceptionnel à double titre. Premièrement, aucun peuple n'est revenu à lui-même alors que ça faisait 2000 ans qu'il est en exil. Tu prends un Chinois, tu le mets 2000 ans aux États-Unis, il ne va pas revenir en disant « je suis toujours un Tibétain, moine tibétain ». Non, non. Et d'ailleurs, non mais c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai, vous savez que, je viens de me souvenir que le Dalai Lama a rencontré Manitou. Et Manitou, et en fait le Dalai Lama, il a dit « je ne comprends pas, nous on a été donc envahis par les Chinois, et en fait, nous, mes fidèles, maintenant qu'ils sont sous l'emprise de la Chine, en une génération, ils sont complètement assimilés. Et vous, les Juifs, ça fait 2000 ans. Et comment vous faites? C'est quoi votre secret? On a tenu, c'est par la Torah. D'accord? Donc, aucun peuple n'a réussi à tenir. Aucun peuple n'est revenu à lui-même. Et pour aucun peuple, ça a été décrit déjà il y a 2000 ans ce retour. Nous, ça a été écrit noir sur blanc, c'était le plan divin, écrit déjà depuis 3500 ans. D'accord? Donc, ça, c'est le programme de ce Yom Ha'atzmaut. Maintenant, juste avant, et on va expliquer c'est quoi la jonction entre les deux, ce soir déjà, nous allons commémorer donc la triste fête de Yom HaZikaron. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je ne sais pas, sûrement vous comme moi ce soir, on va aller écouter donc, des témoignages. Quoique vraiment depuis le 7 octobre, on se dit, on en entend tellement tous les jours que c'est malheureusement un peu notre quotidien depuis 1 an et demi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a une tradition de lire pendant la nuit de Yom HaZikaron. Alors, je ne sais pas si c'est la Knesset qui font ça, je ne me rappelle plus exactement, mais on a la tradition donc, de lire toute la nuit le nom des victimes donc, du terrorisme et des soldats.
Et donc ça fait malheureusement cette année 25 000 et quelques noms. On a 1500 qui se sont, 2000 qui se sont rajoutés en un an et demi. Et je trouve ça toujours intéressant de voir qui est le premier, qui est le dernier. Alors, le premier nom qu'on va lire, c'est un rav qui s'appelle le rabbin Avraham Zoref. Et lui, il a été assassiné par les Arabes avant même la création d'Israël, puisqu'il a été assassiné comme ça, gratuitement, en chemin pour aller à la synagogue, en 1871. Et lorsqu'il a été donc poignardé, il a récité le schéma Israël et il a, pendant le moment où il agonisait, il a fait promettre à ses descendants qu'ils resteront sur cette terre et qu'ils continueront de garder la Torah sur la terre. Et aujourd'hui, il a, écoutez bien, 10 générations après lui qui sont encore sur la terre d'Israël. Et il y a sa biographie avec toute l'histoire de sa famille qui a été écrite dans un livre qui s'appelle Asara Dorot Baaretz. D'accord ? Il n'était pas soldat. Non, parce que c'est terroriste et soldat. Pourquoi on rend hommage au terrorisme et aux soldats? C'est important de comprendre. Les soldats, ils se sont battus pour nous, ils ont donné leur vie pour nous. On va expliquer plus en profondeur. Qu'est-ce que ça incombe chez nous comme sentiment, que ce ne doit pas être un sentiment de culpabilité trop lourd, mais quelque chose, encore une fois, de tazria, quelque chose qui soit fertile. Et les victimes du terrorisme, le terrorisme par excellence, par définition, ils visent les juifs dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont dit le 7 octobre? Celui-là qui a appelé sa mère, il a dit « Maman, j'ai tué 10 juifs. Je n'ai pas tué elle et comme ceci. » Non, non, c'est le juif qui vise. Et tous ceux qui sont sortis d'ailleurs des tunnels de Gaza, ils te disent que en fait, toute leur judaïté, elle s'est réveillée parce qu'ils ont senti qu'ils ont été enlevés parce que juifs. D'accord? Donc en fait, c'est, entre guillemets, c'est eux, et ça aurait pu tout à fait être nous, et c'est pour ça qu'on prend ça tellement à cœur. D'accord? Et c'est pour ça que le jour de Yom HaZikaron, donc, on leur rend hommage autant que ceux qui sont partis pour nous, parce qu'eux aussi, entre guillemets, ils sont, entre guillemets, partis pour nous. D'accord? Donc, comprendre déjà à travers ce premier nom qu'on lit que le fait que cette terre, elle s'acquiert par le sang, elle s'acquiert par la difficulté, c'est quelque chose qui est déjà antérieur à l'histoire qu'on vit présentement. Ce qu'on vit présentement, c'est douloureux, mais en fait, c'est quelque chose qui est un peu, qui accompagne le Ham Israël depuis sa création. D'accord? Donc ça, c'est le premier nom qu'on va lire, le nom de Avraham Zoref. Et le dernier nom qu'on va lire, je me suis dit, c'est pas possible de passer à côté, parce que moi, je l'ai lu sur I24. D'accord? Et je me suis dit, mais alors, comment on peut passer à côté d'une histoire pareille? Le dernier nom qu'on va lire, il est tombé à Gaza, à Yom HaShoah, là, de ce jeudi. Les deux petits soldats. Les deux soldats. Il s'appelle sergent Asaf Kafri. Et c'est assez incroyable. Pourquoi? Parce que son papa, ce jour-là, était à Auschwitz avec la grand-mère de son papa, donc l'arrière-grand-mère de Asaf. Elle est venue parce qu'elle était rescapée d'Auschwitz. Et donc, elle est venue témoigner à Auschwitz pour dire « on s'en est sorti ». Le jour même, son arrière-petit-fils, il est tombé à Gaza. Et donc en fait, le papa, Chagai, il s'appelle. Chagai, il a su, en rentrant de Auschwitz, que son fils, il est tombé. D'accord? Je me suis dit, mais nous avons un destin aussi incroyable que cette histoire. C'est-à-dire que des fois, tu ne sais même plus où donner de la tête et tu te dis, qu'est-ce que Hachem, il attend de nous? Et quand tu vois des choses qui sont aussi incroyables, mais dans le sens même négatif du terme, tu te dis que Hachem, il attend de nous des choses incroyables dans le sens positif du terme. D'accord? Donc, il y a eu tout un débat en Israël, il y a quelques années, de dire, qu'est-ce que vous pensez pourquoi on colle Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut? Parce que je m'explique. Yom HaAtzmaut, c'est le jour de la déclaration de l'indépendance, la souveraineté. C'était le 5 Iyar. Donc sur ça, entre guillemets, il n'y a pas de question. Mais, si vous voulez, c'est l'État, d'accord? C'est la Médina qui a choisi de coller juste avant Yom HaZikaron. D'accord? Oui, ils ont choisi. Et 4 Iyar, ça n'a rien de... C'est une convention. Voilà, c'est une convention. Et ils ont demandé... Voilà, et ils ont fait un sondage et ils ont demandé aux gens, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on change? Parce que finalement, c'est une convention, on pourrait choisir de faire Yom HaZikaron un autre jour. D'accord? Alors,
il y a 30% des gens qui ont dit, bah oui, c'est pas pratique. Comment tu prépares le mangal, le barbecue de Yom HaTzmaut, alors que la veille, tu étais en train de pleurer. Hein. Et donc, en fait, il y a 30% d'Israéliens qui ont dit, non, c'est pas du tout pratique, on change. Et oui, non, c'est propre, à la limite, c'est propre au Homer, à la limite. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, si vous me demandez mon avis, d'accord, personne ne m'a demandé mon avis, mais je vous le donne quand même, eh bien, je pense que c'est une très bonne idée que ce soit lié. Pourquoi c'est une très bonne idée que ça soit lié? Parce que imaginez qu'on fasse un Yom HaZikaron, voilà, un peu comme ce qu'on a vécu le 7 octobre, 1 an et demi, et en fait, que juste après, il ne se passe rien. C'est collé à rien. Alors que là, en fait, c'est un peu, si vous voulez, comme le fait qu'on dit que Pessah, en fait, et Shavuot sont collés. Parce que tous les jours, on compte le Homer, c'est comme si c'était un seul et même tout. C'est le début, c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre que, ok, Pessah, on a notre liberté, génial. Mais en fait, tout ça, c'est pour amener à une finalité qui est quoi? Qui est la Torah. Ben, en fait, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, il y a Yom HaZikaron. Et tu te dis, oh là là, tu as tout un amas de sentiments négatifs, de tristesse, de Tisha B'Av, de dépression, de culpabilité aussi. Et en fait, c'est lié. C'est lié à quoi? C'est lié à Yom HaTzmaut. C'est lié à notre présence sur cette terre, et c'est lié à notre responsabilité d'amener du positif dans cette terre. Pourquoi? Parce que il y a un ambassadeur américain qui disait, si on a un idéal, mais sans pays, sans force, c'est dangereux. C'est ce qu'on a vécu pendant 1500 ans, où on était à la merci de toutes les nations. Mais si tu as juste un pays, mais sans idéal, sans valeur, ça va où? Et donc, en fait, ça vient coller les deux. Ça vient coller le fait d'avoir un pays, d'être une nation, avec le fait d'avoir un idéal. D'accord? Donc c'est ça en fait. Pour moi, c'est très très important que ce soit lié parce que justement, ça vient en fait nous donner une responsabilité. Il faut comprendre que un juif, il y a justement certains événements qui vont le réveiller. Des événements qui sont liés au passé, des événements qui sont liés à son histoire, qui sont des événements qui sont durs, qui sont désagréables, mais qui ne viennent pas là pour le déprimer ou pour le culpabiliser, mais pour qu'il en fasse quelque chose. Et ce matin, en préparant le cours, je me suis souvenu d'une histoire incroyable. À quel point, en fait, c'est les moments de crise, c'est les moments de difficulté qui nous construisent. Je me suis souvenu de cette histoire d'un homme qui s'appelle Yossi Weilis. Donc, c'était un Israélien qui a écrit un livre, mais je vous le recommande, mais il est exceptionnel. Son livre s'appelle Incroyable. Il a été traduit en français, moi j'ai lu en anglais. Et alors, quand on me l'a donné, on m'a donné un livre écrit Incredible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Franchement, ils auraient pu choisir un autre titre. Et bien, je vous jure, je lisais le livre, chaque page, je fais oh, mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Yossi Weilis, le Rav Hassan, il a été traduit là. Ce livre est incroyable du début à la fin. Genre vraiment, à la fin, je dis ah, c'est incroyable! Et une des histoires qu'il raconte, parce qu'il raconte son histoire, mais il raconte aussi l'histoire de sa famille, ça remonte jusqu'à l'Inquisition, c'est hyper intéressant. Tout est vrai, et puis il est vivant, quoi, Yossi Weilis. Ouais, on peut. C'est un des travailleurs à Arachim. C'est celui qui a développé tout à Arachim. Bon, bref. Il raconte que, bon, lui, il a vécu comme un, grandi comme un Chiloni. Il s'avère vraiment pas du tout intéressé par la Torah et les mitzvot. Et il habitait à Ranana. Et là-bas, près de Ranana, il y avait un magasin qui vendait ce qu'on appelle, ça en hébreu, Bassar Lavan. Vous savez c'est quoi? Bassar Lavan, c'est du jambon. Ouais. Joanna. Bassar Lavan. Et donc, en fait, apparemment, ce restaurant, il marchait très bien pour une certaine catégorie de personnes. Et donc, en fait, un jour, il avait très, très faim. Il a dit, je vais ramener à manger pour mes enfants, pour tout le monde. Et je vais aller dans ce magasin et je vais acheter un bon côte de... Bref, Bassar Lavan. Et il est dans la queue. Il est dans la queue, et puis la queue, elle dure quand même un certain moment et tout. Et puis là, il a chaud. Et quand même, la queue et tout. Et puis tout d'un coup, il se remémore quelque chose. Qu'est-ce qu'il se remémore? Une histoire qui circule dans sa famille, avec laquelle il a toujours grandi, une histoire qu'on lui racontait quand il était petit, que chaque année on lui racontait. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que son grand-père, qui avait été donc interné à Auschwitz,
Eh bien, un jour, il a été pris par les nazis. Et comme c'était quelqu'un qui était c'était un rave, il avait la barbe, il avait les péotes, etc. Eh bien, les nazis, c'était juste avant l'arrivée des Américains, ils ont voulu le détruire jusqu'au bout et se moquer de lui. Ils l'ont mis au milieu de toute une assemblée. Ils lui ont dit, voilà, maintenant tu vas manger du porc. Et ils lui ont dit, si tu ne manges pas le porc, on te tue. Et en fait, il a refusé et il a été fusillé. Et donc, toute sa vie, il a grandi avec, tu te rends compte, ton grand-père, il a préféré donc, mourir plutôt que de manger le porc. Et là, comme ça, il dit, alors, mon grand-père, il a voulu mourir pour ne pas manger le porc. Et moi, je suis dans la queue, j'ai chaud, pourquoi? Pour manger le porc. Il a dit, attends. Il a arrêté la queue et tout, il est rentré chez lui, il s'est posé comme ça, il a dit, soit c'est mon grand-père qui était insane, qui était fou, ou soit c'est moi. Et en fait, ça l'a complètement bouleversé. Pardon, pourquoi il s'est fait la réflexion quand il était dans la queue? C'était un réveil. Il s'est dit, moi je fais la queue pour manger du porc, alors qu'en fait, on m'a rabâché cette histoire toute mon enfance pour me dire que mon grand-père était prêt à mourir, d'accord? Et il dit, attends, il y a un problème là, ça ne va pas ensemble du tout, tu ne peux pas plus inverse que ça. Donc soit c'est lui qui est fou, soit c'est moi qui est fou. Elle a dit, je ne vais pas maintenant tout de suite délibérer qui est fou, je rentre chez moi, je réfléchis. Et il a commencé tout un processus. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais comment, en fait, un moment de crise, en fait, il nous inculque des valeurs. Parce que dans le fond, si tu ne sais pas pourquoi tu es prêt à mourir, tu ne sais pas pourquoi tu vis. Et l'inverse aussi. C'est quand tu sais, tu vis des choses qui sont compliquées, tu as besoin de te rattacher à quelque chose, et souvent, c'est là que ta menace renforce. Tout à fait, dans les moments de difficulté. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, nous, on est un peuple qui privilégie la vie. Comme tu le dis, et tous nos écrits, ils tournent dans ce sens-là. Ou Bacharta Bachaim, et tu choisiras la vie. Et la paracha de Tazria, tu vas enfanter. Ça veut dire qu'en fait, toute notre Torah est tournée vers la vie. On est un peuple de vivants, de bons vivants. Mais il y a certains moments qui sont des moments obscurs de notre histoire. Et comme je l'ai dit, Dieu sait combien ils ont été nombreux dans 3500 ans d'histoire, dans lequel, en fait, on peut hériter d'un message. Parce que, en fait, et tous les jours, sachez-le, c'est une halakha, que quand le matin vous faites le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, au moment du Echad, on doit s'imaginer que nous aussi, on est prêt à donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu, comme nos soldats. Pourquoi on doit faire ça et pourquoi on doit s'en remémorer ça tous les jours, alors qu'on ne nous sommes pas un peuple qui valorisons la morbidité. On s'en éloigne complètement. Pourquoi tous les matins on nous demande de faire ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Il dit, le Rav Reuven Sasson, il dit quelque chose de très puissant. Il dit qu'en fait, un juif pourrait croire comme ça que c'est un être normal, quoi, fait de chair et de sang, comme tout le monde. Alors qu'en fait, un juif est rempli à l'intérieur de lui de or Eloki, de lumière divine. Et le but de notre venue sur Terre, c'est de venir diffuser cette lumière divine. Et c'est notre identité, et c'est notre raison d'être, et c'est notre mission sur Terre. Alors on va le faire tous les jours par nos mitzvot, par le fait qu'on vit Bekidush Hashem, on vit en sanctifiant le nom d'Hashem. Et il ne faut pas oublier que même si nous faisons des actions de l'ordre du quotidien, nous sommes imbibés et pétris de cette lumière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a certains moments où tu vas devoir faire le choix et tu vas devoir, en fait, sacrifier des choses qui sont de l'ordre du superficiel pour exprimer la lumière qui est en toi. Et ça, c'est le message de nos soldats. Et ça, c'est le message de tous ceux qui ont été prêts à mourir pour nos valeurs. Et quand tu repenses à ça, tu te dis, waouh, si eux, ils ont été prêts à mourir pour ça, moi, je serais prête à vivre pour ça. D'accord? Et ça, c'est vraiment le message. Et c'est le message du 7 octobre aussi. Moi, je suis devenue très proche d'une... donc, Laetitia Liard, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la maman de Nathan Chai. Nathan Chai, c'est un soldat qui a
défendu les kibboutz le 7 octobre et qui est mort en défendant et en sauvant, en sauvant beaucoup de gens. Donc je suis devenue très très proche de Laetitia et elle a dit la mort de mon fils m'a rendue plus vivante. Wow. Et il y a un vrai décalage, je trouve, tu sais, entre ce qu'on vit quand on est en Israël, vraiment même si la guerre, elle est, enfin je veux dire, d'un point de vue même, c'est terrible, etc. Mais je trouve que c'est ça on se rend compte de la chance qu'on a d'être en vie, de pouvoir aider. Et c'est vrai que quand j'étais repartie en France pour voir ma mère et tout, je me suis rendu compte du quotidien des gens qui est très linéaire. Ils vont parler toujours de choses pas importantes et tout. Et ouais, on va leur souhaiter de vivre des choses aussi fortes que nous et aussi intenses, vraiment. On leur fait vraiment cette bracha. Le quotidien est beaucoup plus difficile ici, mais plus intense et plus vivant, c'est ça. En fait, c'est exactement, je vais vous dire, ça ressemble à quoi? Comment on doit se sentir le jour de Yom HaZikaron? J'ai eu cette image hier, d'accord? Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est quelque chose de personnel. J'ai eu cette image d'une mère qui doit enfanter et à qui on dit, voilà, il y a un problème, c'est vous ou l'enfant. Et qu'elle, elle décide de donner sa vie pour cet enfant. Alors, l'enfant, il pourrait toute sa vie dire « Oh là là, comme je suis coupable, comme je suis coupable, comme je suis coupable », parce que finalement, elle a choisi lui plutôt que elle. Mais en fait, il dit « Mais attends, mais ma mère, elle était extraordinaire. Mon père, il m'en parle tout le temps. C'était une femme sage, c'était une femme gentille, c'était une tzadika, c'était une femme dévouée, exactement comme ce qu'on va faire ce soir dans Yom HaZikaron. » C'est terrible d'entendre tous ces témoignages, parce qu'en fait, c'était tous des tzadikim. Et l'enfant, il se dit, attends, mais elle a choisi de donner sa vie pour moi. Donc en fait, ça montre ma grandeur à moi, ma valeur à moi. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre les choses. C'est ça, et c'est aussi, moi, c'est ce que j'apprends depuis que je suis ici, c'est cette notion de collectif. Aussi. On ressent comme ça ici. Les uns les autres. Et on va... collectif, pas que pour soi. Et on apprend aussi quelque chose par rapport aussi, je pense, à ce qu'on transmet à nos enfants. Parce qu'en fait, il faut comprendre que nos enfants, finalement, on leur donne beaucoup de messages lorsqu'on vit des moments de crise. Nos enfants, ils ne vont pas se souvenir comment on était socialement parlant. Ils vont se souvenir comment ils ont réagi, papa et maman, là, à ce moment-là, lorsque ce n'était pas tout rose. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire personnelle, d'accord? Et après, je vais raconter quelque chose de un peu plus grandiose. Une fois, on avait réservé un camping. On m'avait parlé d'un camping super, super, super. Ça s'appelle Garnarziv. Et c'est un truc, voilà, tu es censé... être sûr dans ta tente et dormir sur la plage, tout ça. Bon, on fait, je vous explique, 3 heures de route dans une petite voiture, tous les uns sur les autres. Fait les valises. Bon, bref, vous pouvez imaginer, moi je crois que j'allaitais. Enfin, c'était un truc, mais on s'est réveillé à 6 heures du matin pour arriver là-bas, genre à 16 heures. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on nous avait décrit. En fait, tu dors sur la plage, mais sauf que tu as des gens en maillot, en pump-up, darla dire la dada et tout. Et là, genre, je fais bon, bah écoute, de toute façon, on a réservé pour 2 jours, on a payé et tout, donc voilà, on va. Et en fait, mon mari, je le sens comme ça, pas très à l'aise. Et au bout d'1 quart d'heure, il me dit, on part. J'ai dit non. Ah non, je ne vais pas faire ça. Non, c'est pas possible. On a mis 10 heures pour arriver ici, on ne repart pas. Il dit, on part. Je lui dis, comment ça on part? Il m'a dit, je veux transmettre aux enfants que là où ce n'est pas nos valeurs, en malasot, on ne privilégie pas le confort, on privilégie les valeurs. Voilà, d'accord. Ok. Tu m'aides à faire les valises alors pour le retour. On avait les valises sur le toit, tu sais, comme les mamans Michel, tu vois. Il fallait les descendre parce qu'on les a pris, tu vois. On était tellement confiants, genre on les a descendus sur le sable jusqu'à la tente. Et là, on avait... Ah ouais, genre c'est une tente transparente avec plein de tentes autour. Vous n'aviez pas vu ça. Bref, Sarah, s'il te plaît. Et ben ça les... Mais ça c'est truc... Tu sais quoi, jusqu'à maintenant, ils en parlent. Ah, c'est comme la fois, on avait fait 10 heures de route et on est reparti parce que c'était pas de Sanois. Et ouais. Mais grave. Et tu te dis, mais ça va, en fait, sur le coup, ça va aller le coup. Il y a plusieurs heures de prix lourds que tu essaies de leur transmettre. Ouais. Et je vais vous raconter aussi, parce qu'en fait, les enfants,
c'est pas comme il y a comme ça quelque chose de très joli à propos de la ficomane. Tout le truc du CEDER, la ficomane, tu te rappelles? Elle était là chez nous, le CEDER. On a perdu la ficomane. Et en fait, il y a tout le truc de cacher. Et tu te dis pourquoi on doit cacher la ficomane? Genre, on dirait que c'est l'essentiel du CEDER. J'ai entendu des Rav Ashkenazi, il a dit parce qu'en fait, l'essentiel de ce qu'on transmet aux enfants, c'est tout le inyan du CEDER, c'est la transmission. L'essentiel que tu transmets, c'est ce que tu caches. C'est pas. Il était caché. C'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu caches. Voilà. Tu as retrouvé la ficomène. C'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu caches, c'est ce que tu fais quand ils sont pas à l'école, c'est ce que tu as dans ton téléphone. Qu'est-ce que tu regardes, maman? Non, rien. Qu'est-ce que tu fais? On dit aussi qu'il faut faire attention avant, comme quand tu manges caché, tu vérifies quoi. Oui, non, mais Sarah, elle me rebranche sur l'histoire de Ganarziv. Nous avons fait une erreur, voilà, d'accord? C'est bon. Attends. Tu sais, c'est comme... Écoute, non, mais il faut que je vous raconte cette blague. Ouais, il faut que je vous raconte cette histoire trop marrante. Mes enfants, je sais pas, ils ont trouvé dans mon téléphone, apparemment j'avais un jeu, je sais pas, Candy Crush, je sais pas quoi. Ils me disent, maman, t'as Candy Crush? Et là, moi je joue le jeu, je fais, mais bien sûr, j'ai Candy Crush. Je leur dis, mais vous croyez que je fais quoi moi quand vous êtes à l'école? Moi je joue à Candy Crush toute la journée, je suis une championne de Candy Crush. Et bref, moi je suis très second degré. Donc on part et tout, et le soir même, avant de dormir, mon fils de 6 ans, il me fait, maman, c'est vrai que toute la journée, tu dois Candy Crush? Genre lui, il a cru vraiment, je me dis, non, pas du tout. Tu sais, je vais. Mais lui, il a vraiment cru. Comme quoi, il ne faut pas faire trop de blagues avec les enfants, ils prennent trop au sérieux. Et je vous raconte encore une histoire, parce que celle-là aussi, c'est des histoires qu'il faut connaître. On ne peut pas avancer dans la vie sans les connaître. C'est une histoire du Rav Kahneman. Vous savez, le Rav Kahneman, c'est celui qui a fondé la yeshiva de Poniovitch. Poniovitch, c'est, si vous voulez, ce qui a donné la naissance à tout Bnei Brak, et en fait à tout le monde orthodoxe en Israël. C'était la yeshiva de Poniovitch. Et la yeshiva de Poniovitch, il l'a fondée, je crois, en 1947, 48, je ne sais plus. Mais est-ce que c'est écrit là? Non, je n'ai pas la date. En tout cas, vraiment, juste après la Shoah. Lui, il avait perdu toute sa famille. Il avait 60 ans à l'époque. Il avait perdu sa femme, ses enfants, toute sa famille dans la Shoah, le Rav Kahneman. Et il est monté en Israël, juste après donc, la Seconde Guerre mondiale. Et il a fondé la yeshiva de Poniovitch. Maintenant, aujourd'hui, c'est une yeshiva avec 2000 étudiants, Bachurim, etc. Et à l'époque, il a rassemblé 7 élèves, dont, pour celles qui connaissent, le Rav Yaakov Edelstein, le Rav Gershon Edelstein, que des stars. Mais à l'époque, c'était 7 Bachurim, 7 jeunes. Et au moment où il a posé la pierre, donc il a posé la première pierre, et on dit que ses larmes, elles coulaient en même temps que le ciment. Wow. Et à ce moment-là, il a pris la parole, et il a dit, c'est une grande émotion pour moi, comme vous pouvez l'imaginer, comme on n'a pas imaginé d'ailleurs. Et il a dit, sachez que cette pierre, de cette première yeshiva, de la ville orthodoxe de Bnei Brak, elle a donné lieu à tout le côté religieux en fait de notre pays. Sachez que cette première pierre, elle a été posée par ma mère quand j'avais 8 ans. Il raconte pourquoi. Parce qu'en fait, donc lui, il habitait en Pologne. Et un jour, donc ils étaient 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et un jour, il y a de la neige. Et en fait, ils se rendent compte, donc le soir même, qu'il y a 1 mètre de neige dehors. Et donc, pour aller à la yeshiva, pour les enfants, il faut un manteau et des bottes. Sinon, c'est hors de question que tu ailles à la yeshiva. Et donc, chez eux, ils n'avaient qu'un manteau et une paire de bottes. Et donc là, elle demande à chaque enfant, qu'est-ce que toi tu veux faire? Non, moi je veux la manteau et les bottes, je veux aller à la yeshiva. Ah d'accord, elle va voir l'autre. Moi je veux. Et en fait, la mère est très embêtée. Elle se dit, mais comment je vais choisir? Genre, c'est vraiment un choix cornélien. Qui c'est qui va aller demain étudier à la Torah? Et donc, chacun, il se couche en sachant pas qu'est-ce que maman elle va faire, qui elle va choisir. Elle se lève le matin, elle dit, vous allez tous aller à la yeshiva. Elle a mis, elle, le manteau. Elle les bottes, oh là, elle les a portées 25 minutes dans la neige, en doucement pour ne pas glisser, surtout pas glisser, avec les 3 garçons sur le dos. Elle les a déposés là-bas, elle leur a donné un sandwich, elle leur a fait un bisou et voilà, elle leur a souhaité un bon limoud. C'est quoi le nom, t'as dit, de la yeshiva? Poniovitch. Et lui, c'est le Rav Kahneman. Vous avez compris? C'est en temps de crise qu'on découvre qui on est. C'est ça le message de Yom HaZikaron qui est collé à Yom HaAtzmaut. Et c'est comme ça qu'on doit vivre les choses. Alors, je termine sur quand même le petit message de la paracha, parce que
En fait, on se dit, ok, comment on va faire? Comment on va faire pour amener cette Géoula qui a commencé le 5 Iyar? Comment on va faire cette jonction entre Yesod et Tiferet, que le fondement Yesod, le fondement de notre pays, en fait, c'est justement l'harmonie qui est entre nous. Pour pouvoir dérouler le processus jusqu'au bout, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre en harmonie. C'est le programme de cette semaine, ce sera le programme de la semaine prochaine. On va avoir la paracha de Kedoshim, on va dire le fameux Ve'afta l'Ereacha Kamocha. D'accord? Mais déjà dans notre paracha, on a en tamtzit, en concentré, le programme de notre pays. Et sur ça, on ne peut pas faire l'économie. Comme je vous ai dit, il y a 2 parachas, il y a Metzora. Metzora, c'est l'étroitesse. Alors, de quoi ça nous parle, Metzora? Je vous le fais en très, très rapide. D'accord? Mais étudier, c'est important. Metzora, ça nous parle de quelqu'un qui a contracté une maladie de peau, d'accord, qui s'appelle Atzarat. C'est une forme de lèpre. Pourquoi il a contracté cette maladie? Parce qu'il a fait de la médisance. Et la peau, le Rav Shimshon et Raphaël Hirsch, il dit que or, c'est comme air, réveillé. La peau, elle nous réveille. Bassar, c'est la chair. Ça vient de l'évasser. L'évasser, c'est annoncer. La peau, elle t'annonce des choses pour te réveiller. Vous savez, c'est comme l'eczéma, le psoriasis, tout ça. Comme la sœur de Moshe. Ouais. Tout à fait, qui a contracté la tsarat. Et en fait, la peau, tous les dermatologues vont vous dire que la peau, c'est 100% du psychosomatique. Ouais. Je sais pour l'avoir aussi vécu dans ma chair, parce que moi, j'avais pendant des années, des aftes, mais comme des ulcères, en fait, qui venaient. Dès qu'il y en avait un qui s'arrêtait, il y en avait un nouveau qui sortait. Et des fois, je ne pouvais même pas, quand je travaillais en bureau, aller au travail, parfois, je ne pouvais pas faire cours. 3 jours, je ne pouvais rien faire. Et en fait, un jour, on s'est rendu compte de la cause. C'est psychique. Ouais, en une séance. Ouais. Il m'arrivait pareil, j'avais beaucoup... Une séance de quoi? Bah en fait, on s'est rendu compte, je te le fais très vite, hein, Sarah, si ça t'intéresse. Tout ce qui venait... Non, je me suis rendu compte d'où ça venait dès que j'étais en situation de très stress, il faut aller très très vite, on n'a pas le temps, on est pris de court. Et en fait, on s'est rendu compte... Bon, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, d'accord? Mais c'est intéressant. En fait, moi, je suis née très en avance. Et de manière complètement... C'est-à-dire, ma mère était là en train de faire des travaux chez elle, un peu comme chez toi. Alors voilà, donc le peintre, vous allez faire ça. Paf, elle perd les os. Ah non, c'était en janvier, j'étais prévue pour mars. Wow. Et donc là, elle dit à mon frère, qui avait 9 ans à l'époque, elle dit, bon, je pars à la maternité, quand papa revient ce soir, tu lui dis que je suis à l'hôpital. Hein. Il n'y avait pas de téléphone, elle avait pas. Il est encore choqué. Il est encore choqué de la phrase. Et en fait, moi, j'aime imaginer que j'étais en train d'étudier tranquille avec le malard dans le ventre de ma mère, détente. Et là, il m'a dit il faut sortir. Je dis ah, je suis pas prête, je suis prise de cours. Et en fait, d'avoir eu ce truc-là, voilà. Et il m'est arrivé pareil, j'avais beaucoup, tu sais, le stress que je n'avais pas. C'est Metzora, c'est la... d'acné, et j'ai fait une session juste parce que en fait, Bassar, les Vassar. C'était tout le temps, je voulais être tellement parfaite. Elle m'a dit déjà accepte par être imparfaite de l'intérieur et tu verras que tu peux être imparfaite de l'extérieur. Et quand elle m'a dit ça, j'ai switché incroyable. d'acné. Incroyable. Vraiment ce truc de perfection. Incroyable. 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 C'est vraiment ça. Elle te le dit la Torah. R, Bassar, elle vient t'annoncer quelque chose pour te réveiller. En tout cas, tout ça pour vous dire que quoi? Donc en fait, cette lèpre, cette fameuse lèpre, c'était comme des taches qu'ils avaient, donc ceux qui avaient mal parlé des autres, ils avaient sur la peau. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi des taches? Comme pour te dire que, tu vois, toi, tu n'as vu que le négatif chez l'autre. Tout comme toi, tu vois, tu n'es pas un corps, tu n'es pas que des taches, mais on te réduit que à ça maintenant. Oh, le lépreux. Et bien toi aussi, tu as réduit toute une personne et toute une histoire. Le radin, oh, le colérique, oh, le relou, oh, le pigeon. Et en fait, ça te réveille de dire, ne sois pas étroit. Metzora, c'est comme Mitzrayim, c'est l'étroitesse. Ne va pas chercher que ce qui ne va pas chez une personne. Parce que ça, je le dis, je le redis, quand tu cherches quelque chose qui ne va pas, tu le trouveras toujours. Quand tu cherches les défauts chez une personne, et ça concerne le mari, ça concerne tous nos proches, quand tu cherches les défauts chez une personne, tu vas finir par les trouver. Donc, ça te demande, ce pays te demande de sortir de cette étroitesse. Ah, lui, c'est le gaucho. Ah, elle, c'est celle qui manifeste. Ah, c'est celle qui n'a pas fait. Ah, ça, c'est les Haredim qui font pas. Ça, c'est... Non, Metzora, il faut absolument sortir de ça. Parce que regardez tout ce que ça fait dans les médias. Qu'est-ce que ça fait entre nous? Qu'est-ce que ça fait avec les voisins?
Tu dis non, ah non, Metzora c'est l'étroitesse, nous on veut la largesse. Alors on a Tazria. Tazria c'est enfanter, c'est engendrer. Comment on a engendré, comment on engendre? Eh bien c'est dans ce mot Tazria, tu as tout dedans. Tazria c'est Zerra. Zerra c'est l'étranger. L'étranger qui est en toi. Va essayer de chercher chez l'autre qu'est-ce que tu peux avoir de commun avec lui. Et ça change tout. Juste moi, encore 2 minutes. Ça change tout parce qu'en fait, quand tu vois quelqu'un, souvenez-vous de ça, vous allez voir, ça va changer tout votre relationnel et particulièrement en Israël. Tu pourras soit chercher ceux qui vous différencient et être dans l'étroitesse et dire ah ouais, lui c'est comme ça, ah non mais lui, ah non mais truc, ah non mais machin. Ou alors tu peux chercher l'ouverture. Comment? En cherchant ce qu'il y a de commun avec cette personne. Et quand vous cherchez, c'est quand même comme le négatif, mais encore en mieux. Quand vous cherchez, vous allez trouver. Mais c'est comme mes voisins, j'ai des gauchos et tout. Qu'est-ce que je leur parle? Je leur dis, qu'est-ce qu'elle m'a dit ma voisine hier? Elle me dit, tu sais pas où je peux acheter une perruque? C'est une gaucho qui manifeste et tout. Je vais, ah bon, tu veux une perruque? Elle me fait, oui, là, tu vois, j'ai la raie, elle est, parce qu'elle commence à perdre un petit peu. Voilà, c'est ça, elle a de l'âge. Elle me dit, j'ai pensé à que toi qui peux me conseiller sur une perruque. Je dis, mais attends, mais le rêve! On a trouvé du commun et tous les jours on cherche du commun. Tu peux trouver du commun, ça dépend de ce que tu cherches. Ça, c'est Yesod chez Batiferet. Il faut sortir justement de cette étroitesse pour construire donc de la largesse. Alors, tout comme on a dit, la yeshiva de Ponevezh, elle a été construite par la Messirut Nefesh. Eh bien, ce pays, il a été aussi construit par la Messirut Nefesh, par la bravoure, par le courage de notre soldat. Et la seule manière de le maintenir, c'est quoi? C'est la Tiferet. La Tiferet, ce qu'on a dit, c'est l'harmonie. Chercher Tazria, le commun avec l'autre, et non pas Metzora, ce qui me distingue de l'autre. Chercher la différence, cultiver la différence dans les relations qu'on a avec les autres, ne pas les réduire à leurs apparences. Ah, il a une kippa comme ça, ah, il manifeste pas. C'est ça ce qui va nous assurer que Bezrat Hashem, la Géoula qui a commencé il y a 70 ans, comme nous l'a dit le Harizal, s'aboutira mamash pour la Géoula et le retour de tous nos otages et le retour à la vie de tous ceux qui sont morts pour nous. C'est pour ça que c'est écrit, Hachem nous montre bien, on l'utilise très peu, mais pour